Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du championnat de Russie. On a parlé du championnat d'Italie il n'y a pas longtemps. Et bon, le plus fort championnat national du monde, bien sûr. Et encore, tous les meilleurs joueurs n'étaient pas là. Donc sans plus tarder, le classement final. Voilà, donc avec la 8e victoire. 8e titre de champion de Russie pour Peter Svidler. Qui était le numéro 1 sur la ligne de départ, certes, mais qui n'était pas du tout bien parti et qui a fait un finish de folie puisqu'il a fait 2 sur 2 contre le numéro 4 et 7. Le 4e et 7e, Fedoseyev qui était en tête pendant très longtemps, qui finit à un demi-point derrière, et Malakhov qui était aussi en course pour le titre avant la dernière ronde, puisque vous voyez, il termine un point derrière, voilà, et après il a joué les départages contre Vityugov que vous avez aussi avec 7 points sur 11, classement qui a été pris sur le site Europe Échec, et puis Zvidler qui a gagné 2-0 dans les départages, voilà, donc magnifique, Peter Svidler, imaginez 8 fois champion de Russie, c'est spécialement remarquable. Donc Peter Svidler, photo assez sympa, je crois, de Maria Elemanova, difficile de dire les noms russes pour moi en tout cas. Et oui, Peter Svidler, donc fascinant parce que il a gagné 3 fois dans les années 90, premier titre en 94, donc c'était quand même la période de Karpov, Kasparov, Kramnik. Donc il a gagné 3 fois dans les années 90, il a gagné 2 fois dans les années 2000, en 2003 et 2008. Et il a gagné 3 fois dans les années 2010, dont cette année, donc en 2017. Donc juste grand respect pour Peter Svidler, qui est revenu à la 10e place mondiale par la même occasion. Voilà. Et alors on va voir pas forcément des parties de lui d'ailleurs. Il y a une partie qui m'a beaucoup plu, c'est celle qu'on va regarder en priorité. Je vous montrerai quelques petits extraits d'un autre joueur fantastique qui est Danil Dubov, très jeune. Et puis on dira un petit mot aussi sur le championnat féminin. D'ailleurs je risque d'oublier, donc je vais le dire tout de suite. Donc la championne de Russie, c'est Goryachkina, voilà. 19 ans seulement, et c'est déjà son 2e titre de championne de Russie. Alors elle était très précoce puisqu'elle était déjà grand maître féminin à l'âge de 13 ans. Donc impressionnante, et bizarrement, de manière assez étonnante, elle n'avait jamais remporté le titre de championne de Russie chez les jeunes. Ce qui donne aussi une idée de la densité du niveau. Donc elle est 2485 par là. Elle a déjà été dans l'équipe de Russie. J'ai gagné des titres avec l'équipe de Russie adulte. Et là, 2e titre adulte, donc à l'âge de seulement 19 ans. Elle aussi était au départage contre Pogonina. Championnat féminin qui est aussi très dense avec plein de joueuses à 2400 Elo. Et même 2500, il y avait Gounina, une joueuse du top 20 mondial. Alors je crois qu'il y avait juste Kostenyuk qui était absente, peut-être la seule. Voilà, et alors si on revient quand même sur le championnat de Russie, vous voyez la densité avec des joueurs vraiment classés très 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 haut, plusieurs 2700, des 2680, voilà. Et vous voyez des joueurs comme Romanov et Volkov qui ont pas fait un bon tournoi, là, qui finissent avec 3 points et demi, qui sont 2626, 2645, c'est-à-dire que dans à peu près n'importe quel autre championnat national, il serait dans les favoris, en gros. Voilà, il serait dans les mieux classés. Et puis là, il termine tout en bas. Et encore, donc, il n'y avait pas Kramnik, il n'y avait pas Grichuk, il n'y avait pas Karyakin. Et j'en oublie peut-être, non, peut-être quand même pas. Voilà, donc déjà, les 3 joueurs mieux classés qui n'étaient même pas là. Et vous voyez quand même le niveau du championnat. Voilà pour les classements. Et alors on y va, on a assez... discuter, donc on y va avec une partie de Vityugov, donc vice-champion de Russie, le cavalier noir contre Volkov, justement, qu'on vient de citer. Donc dernière ronde, donc très important, Vityugov qui devait gagner avec les noirs pour espérer gagner. C'était la même tâche pour Fedoseyev, mais il n'a pas réussi contre Romanov. Il a fait nul, donc classique, cavalier F6 E6, KC3 fou, B4 c'est une liaison indienne,
Et F3, une des lignes agressives de la part des Blancs. Bon, Volkov qui ferme pas le jeu. Hein. C'est aussi ce qui lui a coûté cher dans ce championnat. Il a envoyé du lourd et ça s'est retourné contre lui parce qu'il était visiblement plutôt hors de forme. Et aussi, bien sûr, que ses adversaires étaient très très forts. Donc il a souffert. F3, D5. Donc réaction typique, hein, parce que les Blancs veulent mettre le pion en E4, donc soit on peut réagir C5 qui est vraiment très thématique aussi contre F3, ou bien D5 qui empêche l'arrivée du pion. A3, question pour le fou qui repart. E4, prise, allez, on va pas s'attarder trop longtemps. C5, donc attaque le centre, hein, donc on peut pas accepter aux échecs de tolérer comme ça, hein, on peut pas tolérer un centre aussi puissant, donc il faut faire quelque chose. Donc C5, attaque le centre, D5, le pion avance, prise, et un pion passé déjà pour les blancs. Mais regardez le retard de développement. Après petit roc, les noirs ont développé beaucoup plus vite et ils sont déjà prêts à mettre une tour sur la colonne. Et ça va être assez basique. Fou F4. Bon, menace quand même D6 gagne le fou, hein, attention. Tour E8, donc ça défend indirectement. Fou E2, bon, normal. Et fou G4, voilà, coup très agressif de la part de Vitugov, il a bien raison. Il s'en prend bien tout simplement au roi blanc, encore au centre et en plus sur la colonne ouverte. Donc danger ici, dame D2, donc il veut s'abriter, mais cavalier H5. Et à partir de là, il va avoir des problèmes qu'il va pas réussir à résoudre. Il a joué fou E3, bon bien sûr, s'il fait le grand roc, cavalier prend fou, dame prend, fou G5 et clouage de la dame, donc c'est terminé. Donc grand roc pas possible, il a joué fou E3. Bon, mais on voit que ça c'est fragile, hein, les fous comme ça. Devant le roi, pas bien protégé. Et alors, il menace quand même. Fou prend G4, sauf que Vitugov méprise cette menace et il joue fou D6. Très bien joué. Et ici, c'était délicat pour les blancs. Il fallait trouver un coup un peu unique pour réussir à survivre. Alors, bien sûr, si on fait fou prend G4, déjà peut-être que fou F4 c'est une possibilité de jeu, mais dame H4 échec tout simplement, on récupère le fou et on est en très bonne position. Donc le seul coup c'était G3, voilà, pour éviter cet échec et essayer de résister. Bon, pas facile, hein. Est-ce qu'il peut avoir l'idée d'essayer de faire roi F2, roi G2? Peut-être il faut tenter quelque chose comme ça. Volkov a joué un coup tout simplement perdant, grand roc. Sur le moment, on dit que c'était peut-être jouable, mais voilà, bon exercice pour vous. Je vous invite à mettre la pause pour chercher. Alors calculez le plus loin possible votre combinaison, parce que les blancs ne sont pas non plus sans ressources. Donc faites attention, calculez le plus loin possible. Les noirs jouent et gagnent. Alors bien sûr, le coup tour prend E3 nous invite. Nous invite, puisque sur dame prend E3, c'est comme tout à l'heure, on gagnerait la dame par le clouage, donc parfait. Donc, mais par contre, tour prend E3, il fallait calculer évidemment. Fou prend G4. Tu prends mon fou, je prends ton fou. J'attaque ta tour, j'attaque ton cavalier, fais très attention. Si on bouge le cavalier, cette fois on va vraiment perdre la tour. Et on peut plus gagner la dame. Donc la pointe de tour prend E3, il fallait l'avoir anticipé. C'est toujours mieux, c'est tour prend C3, échec. Voilà, on insiste un peu. Donc sur B prend évidemment, fou F4 toujours gagne une dame, bon. Mais dame prend C3 et la pointe, elle est là, hein, parce que là on peut se dire mais pourquoi avoir sacrifié une qualité. La pointe c'est dame G5 échec et on joue sur le roi exposé. Tout à l'heure on gagnait des dames par cette diagonale, cette fois on gagne un fou par une double attaque, échec. Voilà, il peut pas défendre son fou, donc il a bougé en B1 et puis on va rapidement voir la fin de la partie. Je vais vous faire chercher juste un coup. Donc il récupère le fou et donc ça lui fait 2 pièces pour la tour. Le seul atout des blancs c'est le pion passé, mais solidement bloqué par le fou en D6, donc malheureusement les blancs sont un peu sans ressources. Cavalier F3, cavalier D7 se développe, G3, A6, bon on va préparer la poussée B5 bien sûr, tour H1, la tour sur la colonne ouverte. Et là, alors qu'il aurait pu éventuellement tenter B5, j'aime bien le coup de Vitugov, il ramène son cavalier qui est sur le bord, là, voilà, il recentralise, il protège un peu toutes les cases importantes au cas où, et puis donc il est très très solide. Voilà. Il y a eu cavalier D2, B5 maintenant il y va, A4, bon les blancs sont en difficulté, puis on prend dame A5,
Tour B8, attention en face du roi, le roi se décale. Fou E5, attention à la menace sur B2, il protège comme il peut. Dame D4, attention, il augmente la pression, il menace, tour prend B2, il menace, une menace extrêmement sérieuse. Dame C3, et voilà la question pour vous. Vous êtes Vityugov, dernière ronde du championnat de Russie, et vous devez trouver quoi jouer ici. Vous pouvez mettre la pause. Bon, coup pas ultra complexe, hein. Cavalier prend D5. L'idée sur dame prend dame, ce serait de placer un coup cavalier échec intermédiaire. Et puis, prochain coup, on pourra tranquillement reprendre la dame. Donc, on pourra même d'ailleurs soit faire cavalier échec, prendre la dame du cavalier si on a envie, ou bien reprendre du fou ou du pion. Tout a l'air bon. Donc, après dame C3, dame cavalier prend D5. Ça, c'était pas très complexe. Ce qui était un peu plus dur quand même, c'est de se dire que se passe-t-il sur pion prend, dame prend D5 échec. Bon, mais en vérité, on attaque la dame. Et on fait échec, donc on pouvait calculer qu'après dame C4, on récupère le cavalier en D2. Voilà, ça demandait quand même un petit peu de calcul. Fallait calculer 3 coups avec quelques variantes. Bon, pas si simple. Et bon, il reste avec une position totalement gagnante. Il a 2 pièces pour la tour, mais il a aussi 3 pions. Alors peut-être il y en a 1 ou 2 qui vont disparaître, mais c'est pas très important. On a aussi maintenant une puissante attaque sur le roi blanc. Donc il y a eu tour au D1, mais bon, que faire? Il essaye de piquer le cavalier. Mais bon, il va subir une attaque mortelle. Il devait faire tour au 2. Mais bon, la dame revenait. Centralisation des pièces noires. Les noirs sont totalement gagnants. Il fait tour au D1. Et boum, tour prend B2 échec. Évidemment, on peut pas prendre. Il y aurait échec et mat. Donc tour prend B2 échec. Roi A3. Bon, s'il allait par ici, on pouvait montrer un mat élégant. Tour A2 échec double. Mat. Échec double. Très fort échec double, car s'il ne peut pas partir, il est mat. Donc il est monté, et puis vous pouvez calculer le mat, la variante de mat en quelques coups. Voilà, si vous voulez vous faire un mini exercice, invite à mettre la pause. Voilà, donc c'est très direct, c'est dame B4 échec. Hop, hop, on échange les dames bizarrement, hein, mais on conclut l'attaque avec les autres pièces, cavalier échec, roi 5 fou, c'est 7 mat. Voilà, joli mat de Vityugov, très belle partie, expédiée en 32 coups là, voilà, et donc il a mis la pression un peu sur ses adversaires, pression qui a été parfaitement supportée par Svidler, qu'on a vu d'autres, 8 fois champion de Russie, et puis en plus un spécialiste des formats comme ça avec de la tension, Coupe du Monde, spécialiste de la Coupe du Monde, qu'il a gagné une fois, il a failli la gagner 2 fois, il était encore très bien placé je crois à la Coupe du Monde cette année, il a dû être sorti par Maxime d'ailleurs. Il me semble. Bon voilà, et il a gagné une partie contre Malakoff. Ah, évidemment ça c'est décadré. Donc ça c'est pas cool du tout. Alors ça c'est décadré, ça c'est formidable. Toujours très content que ça se décadre. Recadrer ça. Ouais, et puis ça c'est décadré de différentes façons. Ok. Bon, on va dire que c'est à peu près recadré. Bon, voilà, donc Svidler qui a gagné cette dernière ronde contre Malakoff, je vous montre rapidement. En fait, c'était une berlinoise et Svidler voulait pas jouer ni D3 ni petit roc, donc il a choisi KVC3, c'est marrant, il a tombé une 4 cavaliers avec fou B5. Bon, et en fait, il veut juste jouer aux échecs, en fait. Donc la position, bon, évidemment, est relativement équilibrée. Sauf qu'il a surclassé son adversaire, pourtant très fort, très solide, Malakoff, réputé aussi pour son jeu en finale. Et là, avec C4, voilà, il a ouvert la colonne C, ça lui fait un peu de pression. Il a gagné le pion C7 contre D3. Bon, égalité de matériel, mais les blancs sont plus actifs. Regardez la dame blanche qui s'est infiltrée, c'est beaucoup un jeu d'infiltration, les échecs. Et il refuse la nulle, il avance tour E3 parce qu'il veut faire du petit tour G3 à des moments. Échec, tour D3, voilà, il met la pression sur le pion D6. Il aurait pu probablement prendre en D6 ici, mais il préférerait prendre avec la tour. Il prend F7 et il termine avec une belle attaque sur le roi. Regardez ça, cavalier prend échec, fou E4. Et la cavalier 8, coup final. Comment défendre le pion G7? On ne peut pas. Voilà, donc victoire brillante ici. Alors d'ailleurs, on peut montrer fou G6, c'était sans doute son idée initiale. Cavalier F6.
échec et un beau mat en G8. Voilà. Bon, et bien voilà, tout simplement pour ce championnat de Russie. Je voulais vous montrer juste un tout petit peu, en espérant que ça se décadre pas, les parties de Dubov, qui a fait un magnifique championnat, tout comme Fedoseyev. Ils étaient en tête à mi-parcours, et puis Dubov renvoie du très très lourd. Dubov, je vais vous montrer un petit peu, regardez ça. Voilà, ça c'est pas décadré apparemment. Ok, miracle. Donc Dani Dubov, très jeune joueur, très jeune grand maître russe. Il s'approche des 2700 Elo. Il a un style vraiment sympathique. Regardez ici. Il a donné un pion comme il fait souvent. Hein. Il a donné un pion ici. Il joue contre Inarkiev, très expérimenté. Et je voulais vous montrer cette position. Voilà. Donc, il a les blancs, il a toujours son pion de moins. Bon, il a ruiné évidemment la structure de son adversaire qui a pion isolé, doublé, isolé, isolé, isolé. Mais, ça reste solide. Pas facile à casser. Et là, un coup typique du style de Dubov, style très entreprenant, très agréable à suivre. Il envoie du cavalier D5. Alors, objectivement, ce coup est tout simplement douteux, voire mauvais. Mais voilà, il aime bien déséquilibrer la position Dubov, et souvent ça paye. Donc, puis tour prend D5, dame bouge, G5, il veut faire dame prend D5. Hein. C'est fait, et F4. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a? Il a une tour et un pion contre... Non, il a rien, il a juste un pion contre une pièce. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une pièce, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, voilà, quand même, il a coincé la tour. Et il joue cette position. Très inhabituelle. Avec tour, pion contre deux fous. Bon, et finalement, il a arraché le morceau, alors que c'était à peu près équilibré quand même. Mais la vérité, c'est que le roi noir est très fragile. Il manque de pions de protection. Alors vous allez me dire, le roi blanc c'est pas flamboyant non plus, mais c'est un peu mieux, il y a les pions. Et il peut mettre une tour en D2 pour être solide quand même. Et il va mettre la pression et il va gagner cette partie de la dernière ronde pour finir quand même 3ème. Je crois qu'il est monté sur le podium. Donc ce qui était puissant, c'était de doubler les tours sur la 7ème, comme ça pour mettre de la grosse pression. Et du coup, placer des coups comme tour qu'on essaie de tactique avec dame 5 échec. Attaque la tour qui ne peut pas prendre parce qu'elle est clouée. Le roi protège sa tour, mais après dame H8 échec, il a abandonné. Puis après roi F7 forcé, il y aura eu dame F6 échec, suivi de la capture du fou, suivi d'autres échecs. Donc catastrophe, voilà. Puis pour conclure, je voulais vous montrer une autre position de Dubov. C'était contre Malakhov, c'était à la ronde 9, donc 2 rondes de la fin. C'était un match très important bien sûr. Et regardez ce qu'il a envoyé Dubov dans l'ouverture. Il envoie souvent du très lourd dans l'ouverture. Des sacrifices. Alors voilà, déjà un pion, bon, mais c'est plus habituel. Regardez, il joue juste avec B3. Alors cette position qui est déjà un peu répertoriée. Hein. Mais voilà, ici regardez, il a les blancs. Il se fait attaquer le cavalier, donc on se dit, bon bah attention, tu peux perdre ton pion du centre. Et il envoie un coup, alors là je vois que c'est moins répertorié la position quand même, c'est fou prend B5. Bam! Fou prend F3, G prend F3. Et là, Malakhov, genre prudent, a joué E6. Hein. Donc l'idée c'était sur C prend B, cavalier prend. Bien sûr, tu ne peux pas prendre sinon tu perds ta tour. Et on menace cavalier C7 échec, à toi de jouer quoi. Comment fais-tu? Et le seul coup raisonnable des noirs, c'est roi D7. C'est marrant de dire un coup raisonnable, mais c'est le seul coup pour tenir la position. Et bon, évidemment, on imagine bien que Dubov se serait régalé avec cette position. Et en plus qu'il avait probablement préparé des idées à la maison. Donc difficile pour les noirs probablement de jouer cette position. Bon, un très fort centre ici, côté blanc. Les noirs n'ont pas pris. Fou C4, dame prend D4. Les noirs prennent le pion du centre quand même, mais c'était assez content. Fou B2, fou B4, tour G1, petit roc. Roi F1. Allez, voilà, jeu très imaginatif. J'avais montré il n'y a pas longtemps une partie d'ordinateur où il y avait aussi un roi F8 comme ça côté noir, qui était pas mal du tout. Là, c'est un peu la même idée. Le roi est très sécurisé en F1. Et regardez le feu qui peut s'abattre
sur le roi noir ici. On peut avoir du menace cavalier 5 mortel. Hein. Ici, il y aurait un problème sur F6. Bon, sans compter qu'on attaque la dame, le fou, tout le monde en fait. Oui, il ramène sa dame de manière prudente, tour D1, cavalier B7. Et cavalier E2, roi H8. Bon, on va pas analyser la partie, j'ai pas préparé l'analyse de cette partie. Je voulais juste vous montrer un peu son style. Je crois que c'est là qu'il a pas forcément très bien joué. Oh, cavalier prend E6 quand même. Regardez ce qu'il envoie quand même. Hein. Il sacrifie encore une pièce. Et c'est ici qu'il s'est trompé, il me semble. Il a joué dame C4 alors qu'il aurait pu envoyer E5. Et j'avais vu, alors je vais remettre le module pour pas dire de bêtises parce que c'est de mémoire, mais donc E5 avec du gros jeu. Imaginons cavalier E8. J'ai vu que c'était complètement perdant cette position. Il donnait des coups comme tour G5. Juste de domination de la position. Je pourrais me menacer des tours H5 assez méchants tout de même. Comment ça pourrait se finir? H6. Ok, regardez, on va peut-être claquer du tour prend, puis du fou prend, puis du pion pousse. Faut faire très attention, il donne dame D8, mais il dit que c'est complètement gagnant pour les blancs. Bon, on peut envoyer du fou prend, pas du tour prend, du fou prend d'abord. Bon, il faut bien qu'il reprenne, et là, bam, tour prend H6 échec. Puis on prend E6 échec, voilà. La tour peut pas couvrir, sinon on prend la dame, on peut couvrir avec le cavalier, tour prend D7, on attaque la dame, on attaque là-bas. C'est la totale, voilà. Donc, dommage, parce qu'il aurait pu envoyer ça, elle a joué dame C4, puis il a perdu la partie quelques coups plus tard, seulement, malheureusement. Bah oui, quand on joue avec des sacrifices de pièces et qu'on se rate derrière, malheureusement, ça fait mal. Mais bon, et c'est pour ça aussi que les joueurs avec ce style sont plutôt minoritaires. C'est un style très, très risqué, et parfois on subit des déroutes un peu cuisantes comme celle-là. Mais on adore, moi j'adore personnellement voir les joueurs qui envoient comme ça des sacrifices dès le début de partie. Hein, fou prend B5. Bah. Bon, ça c'est la préparation aussi, un joueur extrêmement bien préparé. Mais cavalier prend aussi, c'est pas la préparation. Hein. Et c'était superbe. C'était superbe et il aurait pu totalement paralyser son adversaire. Regardez les pièces blanches. C'est magnifique. En fait, je comprends le coup qu'il a joué parce qu'il n'y a que sa dame qui est un peu pas trop active et il essaye d'activer sa dernière pièce. Malheureusement, en fait, peut-être il a raté que A5 menaçait dame A6 et change les dames. Et bien qu'après fou F5, il y a eu dame E8 parce que dame A6, en fait, il repère la pièce en D7. Mais bon, c'est très compliqué, mais dommage, il a raté. Mais c'était vraiment une magnifique position ici après 19 coups. Voilà pour ces championnats de Russie 2017. Très très intéressant à suivre avec de belles parties et de belles empoignades. En plus, les deux championnats très très serrés, gagnés tous les deux à 7 sur 11. Si je ne me trompe pas. Les filles peut-être un tout petit peu différents, mais peut-être la même chose. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Pour la petite histoire, le tournoi des titrés de jeudi soir de Lichess a été remporté par Magnus Carlsen. Il n'avait pas dévoilé son identité pendant le tournoi, mais il l'a dévoilé après. Donc pas finalement une surprise, et d'autant plus qu'il a fait un petit match de boulettes en 40 parties contre Chessbra, Eric Hansen dans la foulée. Il a gagné 27-12. Et on se disait, mais qui peut être ce joueur qui gagne 27-12 contre Hansen, qui est un des meilleurs joueurs de boulettes du monde? Ça doit être un joueur très fort. Alors, je ne sais pas si les gens avaient imaginé que ça pouvait être Carlsen. Voilà. C'était Carlsen qui s'est fait plaisir, ce tournoi des titrés. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, tout simplement. Si ça vous a plu, avec ce quand même 8e titre historique de Zwiedler, qui passe devant. Il a dit qu'il connaissait pas trop les records, mais qui passait devant des joueurs comme Tal et Botvinnik. Alors, pas la même, parce que je pense Tal et Botvinnik, c'est Union soviétique, champion d'Union soviétique. Tal, c'est Russie, donc c'est Tal. Zwiedler, c'est Russie, après les années 90. Donc c'est plus petit, entre guillemets, parce que c'est très grand la Russie, et vous avez vu le niveau. Mais bon, voilà, on peut pas trop comparer Union soviétique et Russie quand même. Ça reste une performance évidemment exceptionnelle, et qui restera, comme l'a dit Ponomariov, qui restera très très difficile à battre. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.
Portez-vous bien. Salut!